Bonjour Ludovic, Bonjour, tu vas bien? ça va bien, et toi? Ça va bien. Donc Ludovic, tu es product owner à Naoned. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Naoned et ce que vous faites, qu'est-ce que ça concerne, qui sont vos clients, comment ça marche? ok. Alors, Naoned, on est éditeur de logiciels, on est basé à Vertou, donc dans le sud de Nantes. On est spécialisé en fait sur les domaines patrimoniaux, et très exactement sur les archives ou les collections des musées. Donc on a deux types de produits. On a un logiciel de gestion très métier, une sorte de RP en fait pour les métiers que l'on sert, qui permet à des archivistes ou à des musées de pouvoir gérer leurs documents qui ont été numérisés. Voilà. Et puis ensuite on a également un portail de valorisation donc qui permet cette fois-ci de récupérer donc ces archives qui ont été numérisées, de les mettre en ligne et de les offrir au plus grand nombre. Donc voilà, donc on a ces deux, on va dire ces deux facettes, ces deux produits qui fonctionnent à la fois, qui peuvent fonctionner à la fois séparément ou effectivement ensemble. Ok. Et du coup, quand on dit ERP, souvent on imagine facture, etc. Ça marche aussi ou c'est pas Alors nous, vraiment ce que ça fait? on va moins, en fait, on s'adresse vraiment à toutes les phases de ces métiers-là, donc qui D'accord. sont pas justement, donc t'as pas de facture en effet, mais tu vas avoir, par exemple, alors, je sais pas, par exemple pour une archive qui provient d'un donateur, tu vas avoir toutes les informations sur le donateur. Ensuite, tu vas avoir bon, l'archive en elle-même, et puis ensuite, elle va être, l'archiviste va rentrer des métadonnées en fait pour pouvoir décrire cette archive-là et la retrouver ensuite plus facilement. Elle va l'inscrire à l'intérieur d'un fonds qui Mhm. sera lié au donateur. Elle va la conserver, donc elle va préciser à quel endroit la conserve, etc., etc. En fait, le logiciel répond vraiment à toutes les phases du métier, mais qui sont des métiers différents de ceux qu'on peut connaître comme, je sais pas, le contrôle de gestion ou ce genre de choses. Voilà, là c'est vraiment un métier à part et on sert toutes les étapes de ce métier dans un même logiciel. Ok. Et d'un client à un autre, il y a beaucoup de paramétrages qui diffèrent. Oui, il y a énormément de paramétrage. C'est un peu. En fait, on a des services d'archives où parfois on a une seule personne qui va être en charge du produit. Et puis parfois on a un service d'archives qui va compter 50, 60 utilisateurs, voire plus. Et du coup, bah, il faut composer avec ça. C'est-à-dire qu'il faut à la fois permettre d'avoir une interface qui soit accessible et simple d'utilisation, mais en même temps, il faut une interface qui soit aussi très pointue, très métier, et qui permette à des personnes justement qui seraient uniquement sur une petite tâche de l'ensemble, d'avoir vraiment la totalité des fonctions qui lui correspondent. Donc parfois, on se retrouve dans des situations où, justement un peu pas toujours évidente parce que effectivement on s'adresse pas de la même manière quand on a une seule personne et quand on a toutes ces personnes qui vont utiliser le logiciel. Or, on n'a qu'un seul logiciel. Donc c'est vraiment effectivement un jeu de paramétrage, d'écoute du besoin au démarrage et puis voilà de servir correctement le client, quoi. Du coup, j'imagine que vos clients sont principalement des collectivités territoriales, des organismes publics, des choses comme ça. Vous avez aussi des clients privés? Oui, alors effectivement, la majorité, la grande majorité, ça va être des communes, des départements, des services d'archives des communes et des départements parce que ils ont une obligation légale en fait à collecter les archives et puis à les conserver et à les mettre à disposition des chercheurs. Et puis on a effectivement des privés également. On va avoir des privés qui peuvent être dans le domaine bancaire ou dans le domaine de l'assurance, etc., et qui vont avoir à cœur de conserver ces archives-là pour pouvoir les valoriser. Alors souvent, c'est plutôt en interne quand c'est pour des entreprises privées. C'est vraiment capitaliser sur l'histoire de l'entreprise, en faire du storytelling, faire faciliter aussi l'attachement à l'entreprise, La etc. culture. Et puis parfois, ça peut être destiné vraiment à l'extérieur pour la mise en place, par exemple, d'un livre qui retrace l'histoire de l'entreprise, ce genre de choses. Voilà. D'accord. Mais c'est aussi une partie de nos clients, oui, Ok. effectivement. Et au niveau sur la partie outils de diffusion, ça marche Ouais. complètement public ouvert sur Internet et puis aussi en interne, j'imagine? Pareil, on a les deux. Justement, on va avoir
des grosses sociétés qui vont être par exemple dans la plasturgie. Alors je cite pas les noms volontairement, mais voilà, eux, c'était vraiment un souhait. Ils ont des milliers et des milliers de salariés répartis partout dans le monde. Et ce qu'ils souhaitaient, c'était avoir un lieu commun, en fait, qui rassemble toutes les archives de ce fabricant et qui permettent de pouvoir monter des projets en interne à partir de ces archives-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment fermé, on est dans un environnement complètement fermé et on se situe pas dans la notion de valorisation auprès du grand public. Par contre, effectivement, quand on est cette fois-ci à servir des villes ou à servir des départements, là, c'est l'enjeu. Voilà. C'est permettre, par exemple, à des généalogistes de pouvoir avoir accès aux états civils numérisés, c'est permettre à des personnes d'avoir accès au cadastre, ou ça, c'est, on va dire, pour la majorité. Et puis après, les cartes postales, les affiches, etc. Et puis d'autres documents qui ont de la valeur et qui rentrent dans le domaine public, donc qui sont accessibles, et d'avoir une plateforme comme ça qui les réunisse, quoi. Ok. Et du coup, en nombre d'utilisateurs ou de clients, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée pour qu'on ait une vision de Alors, combien il y a de personnes qui utilisent ouais, vos alors produits en c'est un général? petit milieu, hein. On est vraiment sur une niche. Donc nous, on a 130 clients. D'accord. Actuellement, alors en termes d'utilisateurs, comme je te disais, il y en a, ça peut varier entre un utilisateur pour le client ou des dizaines et des dizaines. Aujourd'hui, on est à peu près à 400-500 utilisateurs jour, D'accord. Ok. voilà, enfin qui utilisent la Quotidien. partie gestion, on va dire. D'accord. Et puis pour la valorisation, alors on n'a pas les chiffres compilés en fait de tous ces portails-là. Mais il y a juste une chose à savoir, c'est que le premier hobby des Français, c'est la généalogie. Alors, c'est surtout à partir d'un certain âge, mais ils sont très nombreux à le faire. Et donc, du coup, ces sites-là sont extrêmement fréquentés par des populations oui, de jeunes retraités en particulier, et puis aussi des chercheurs. Souvent, voilà, qui vont être par exemple en ce moment, voilà, c'est surtout sur la Première Guerre mondiale, par exemple, puisqu'il y a des archives qui ont été rendues publiques, voilà, qui vont avoir des domaines, on va dire, d'expertise particulière et donc qui sont intéressés par les archives et qui vont aller à la rencontre des archives. Donc c'est assez j'ai pas de comment dire de chiffres exacts sur le nombre d'utilisateurs, mais voilà, Ça nous donne une bonne ça peut idée un petit intéresser peu pas mal du de nombre monde. d'utilisateurs et puis de la variété qu'il peut y avoir aussi au sein C'est ça. Ouais. des différents utilisateurs et clients. Ok, c'est super. Du coup, c'est beaucoup plus clair pour moi notamment. D'accord. Du Tant mieux. coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, Ludovic, de ce que tu as fait avant, les expériences qui ont été clés par rapport à ton métier de product owner aujourd'hui, et des rencontres ou des moments qui ont été importants dans ta vie par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Alors moi, je suis designer. Donc voilà, j'étais dans une école à Reims pendant 5 ans et puis après j'ai fait surtout du produit cette fois-ci que tu peux porter et que tu peux mettre à tes pieds. C'est-à-dire j'ai dessiné des chaussures, j'ai dessiné des vêtements. Et puis ensuite je suis rentré dans une grande boîte de luxe parisienne et là j'ai dessiné plutôt des espaces de vente, du mobilier, voilà ce genre de choses. Et j'ai quitté tout ça pour monter ma boîte il y a quelques années, en 2008, et m'installer à Nantes. Voilà, c'était un service en fait pour les crèches et les maternités. Ça a duré 3 ans, c'était une excellente expérience. Bon, malheureusement, ça s'est fini, mais par contre, c'était une expérience extrêmement riche et qui m'a permis également voilà, de toucher un peu finalement tous les métiers de l'entreprise, quoi. Quand on monte sa propre entreprise, on doit toucher un petit peu à tout. Et puis en parallèle de tout ça, ça m'arrivait régulièrement de faire, on va dire, des propositions pour des sites. Alors ça pouvait être uniquement du graphisme ou ça pouvait être un peu plus, c'est-à-dire vraiment le plan du site et puis travailler davantage sur l'expérience utilisateur. Et du coup, ce qui me manquait, c'était plus la partie code. Donc, à la suite de mon projet d'entreprise, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, je suis allé à l'EANI à Nantes. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage également chez Advice, enfin, de pouvoir voilà, comprendre un peu les mécanismes du code
et puis tout ce qu'on peut en tirer, comment ça fonctionne, les algorithmes, etc. Et à la suite de ça, j'ai été embauché chez Naoned. Donc voilà, ça s'est fait, on va dire, ça s'est fait comme une espèce de rencontre entre effectivement ces études que j'avais repris sur le code et puis mon expérience, on va dire antérieure sur les produits. Alors même si c'était pas des produits logiciels, ça restait tout à fait transposable. Et puis également sur mes propres expériences, on va dire plus sur des sites internet, etc. Donc voilà. Donc il m'a pris là-dessus, c'est un pari. Donc c'est Alexis Moidon, le directeur le PDG de l'entreprise qui m'a pris sur ces expériences-là. Et puis petit à petit, il m'a donné l'opportunité d'évoluer dans l'entreprise assez rapidement et de prendre ce poste de product owner au sein de Naoned et d'être vraiment en charge de tous les produits. Donc de leur feuille de route, etc., etc. Voilà. Ok. Un peu pour le parcours, quoi. Ça donne une idée du parcours. C'est une bonne idée. Alors, on a quelques personnes qui viennent du design aussi dans les 50 personnes qui vont faire les interviews. Et Oui. on a 2 autres personnes qui viennent du produit, du monde du produit physique et réel et tangible, D'accord. Ok. qui sortent un petit peu de l'IT. Donc, ça va être super intéressant, à mon avis, à raconter. Est-ce que du coup, vous pouvez nous décrire comment à Naoned vous fonctionnez? Ouais. Est-ce que vous êtes en petite équipe? Est-ce qu'il y a une grosse équipe? Est-ce que c'est assez hiérarchisé? Comment est votre workflow type à partir du moment où il y a une expression de besoin quelque part? Comment vous la collectez exactement de la source un petit peu jusqu'à la livraison et le service après-vente d'une nouvelle fonctionnalité? Comment vous travaillez? Comment ça s'organise chez vous? Alors peut-être déjà pour introduire, donc on est un peu moins de 30 chez Naoned. On a une équipe qui est composée du coup de 3 product owners, dont moi. On a également une dizaine de développeurs. Et après, ce sont d'autres métiers qui vont être ou autour du commercial ou autour du projet. Et également tout ce qui est formation pour l'utilisation de nos logiciels. Voilà. Donc ça, c'est plus pour donner un peu le cadre général de l'entreprise. Euh, alors comment on fonctionne? Donc moi j'étais le premier product owner, donc j'ai un peu, on va dire, fixé les bases en fait du fonctionnement. La première étape, ça peut paraître un peu étrange, mais la première chose que j'ai faite, c'est vraiment mettre des mots sur le fonctionnement et puis bien définir des workflows. C'est-à-dire que j'ai fait plus une analyse, une sorte entre guillemets d'audit de ce qui se faisait, et puis j'ai essayé de rationaliser et en tout cas d'essayer de perdre le moins de temps possible à récupérer certaines informations. Donc j'ai commencé par nommer les choses. C'est-à-dire que on avait des demandes d'amélioration qui provenaient de différentes sources. Donc comme à chaque fois qu'on est product owner, on va avoir des demandes qui vont provenir de la direction, on va avoir des demandes qui vont provenir directement de l'équipe, on va avoir des demandes qui vont provenir des personnes qui vont sur le terrain et qui font des formations, on va avoir des demandes qui vont provenir de l'équipe commerciale, ou on va avoir encore des demandes qui proviennent cette fois-ci directement des clients. Voilà. Et donc la première chose, c'était de nommer toutes ces différentes améliorations, demandes d'amélioration, et de leur définir à chaque fois un workflow clair pour permettre à chacun de pouvoir s'y retrouver. Et puis aussi, et ça c'est un élément qui me semblait important, c'était faire en sorte d'utiliser un outil, enfin en tout cas de mettre en place une solution pour que chacun puisse voir les idées des autres en fait. Parce que comme les idées arrivaient par centaines et de partout, il fallait un peu réunir tout ça et puis réussir à mettre en place, on va dire, un processus déjà de qualification avant même que je travaille dessus. Voilà. Donc, donc plutôt que d'avoir des emails qui arrivaient par-ci, des coups de téléphone par-là, ou en présentiel, etc., j'ai cherché des outils et j'ai trouvé un outil qui était très bien pour ça, qui s'appelle Gladys et qui permet en fait à chacun de pouvoir poser une idée sous la forme d'un post-it en fait et de pouvoir écrire son idée et que les autres puissent apporter des commentaires dessus, voire pourquoi pas déposer une pièce jointe ou alors noter. C'est-à-dire déjà dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas et puis pouvoir avoir selon une grille que j'avais préparée
une note qui me permet ensuite, quand je commence à m'intéresser à toutes les idées qui sont rentrées, de pouvoir aussi faire un pré-tri en fait. Okay. Donc, voilà. Pour constituer ton backlog. Exactement, pour constituer mon backlog. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup il y a un vrai travail collaboratif parce que chacun doit faire un peu l'effort de vendre l'idée aux autres. Et là, on confond aussi bien des personnes en interne que des personnes que nos clients, à proprement parler. Donc il y a un vrai souci aussi de vérifier que l'idée n'a pas été posée par les autres. Donc ça évite aussi les doublons. Moi, quand on m'envoyait des emails, je pouvais avoir la même idée qui revenait 15 fois. Et puis parfois, avec comment dire, le client pensait avoir la réponse de comment ça allait se passer dans le logiciel et du coup me proposait quelque chose qui était complètement à l'inverse d'un autre client. Enfin voilà, ça devenait un peu ubuesque et puis assez difficile à traiter. Et donc là, par contre, il y a une vraie, en fait, en amont, chacun peut venir donner son avis et peut justement filtrer déjà ses idées. Donc ça, pour moi, c'est important parce que le rôle du product owner, c'est vraiment de faire le filtre déjà de toutes ces demandes-là. Mais là, en mettant en place ce dispositif-là, ça me permettait aussi pour moi de gagner un peu de temps et puis d'avoir aussi un avis partagé et de pouvoir en discuter aussi de manière plus rapide avec les différentes personnes qui posaient leurs idées. Quoi. Okay. Et ça, c'est un outil qui était ouvert aux 30 personnes de la société. Alors c'est un outil du coup que j'ai ouvert à toutes les personnes de l'entreprise, mais que j'ai ouvert également à tous les clients. Donc du coup, alors à chaque fois pour les clients, c'était un référent dans pour chaque entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, eux-mêmes, ils ont mis en place des dispositifs en interne pour faire remonter les idées et avoir une personne référente qui vienne regarder si cette idée existe déjà, qui vienne vérifier si l'argumentaire est bon, etc., etc. Donc il y avait un vrai travail, on va dire, comment dire, de qualification et puis d'identification fine du besoin pour aussi donner envie aux autres de voter pour son idée quelque part. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça c'était la première démarche. Donc c'était vraiment dans la remontée des besoins. Et puis ensuite, il a fallu effectivement créer les backlogs puisque ça n'existait pas avant. Avant c'était plutôt des idées qui étaient lancées et puis quand quelqu'un était disponible, il la faisait. Donc créer des backlogs, essayer de fonctionner, on va dire, alors je vais employer le mot, mais de manière agile, voilà, trouver des solutions pour qu'on puisse avoir une feuille de route qui soit lisible de tout le monde en interne et en externe et qui soit aussi voilà, efficace, etc. Donc effectivement, j'ai commencé, pardon, excuse-moi. Non, mais donc dans ton cas, c'est toi qui fais un petit peu la roadmap en fonction Oui. Des remontées de tous bords en fait. Tout à fait, de tous bords. D'accord. C'est la roadmap et puis du coup, alors j'ai également donc ça c'était sur la partie amont, mais sur la partie aval, j'ai pas mal travaillé avec l'équipe pour mettre en place. Enfin plutôt tester des méthodes agiles. En l'occurrence, on était parti plus sur du Scrum et puis là on commençait à y revenir, mais c'est pas grave. L'essentiel finalement c'est pas le choix final, c'est vraiment plus la manière dont on fonctionne, c'est-à-dire de trouver, de mettre en place des itérations, de permettre de donner de la visibilité parce que c'était assez difficile de donner de la visibilité avant, c'était trop éparse et puis il y avait c'était compliqué d'avoir une vision d'ensemble, de travailler sous forme d'épique, enfin à plus haut niveau. On travaillait vraiment que par petites touches et puis du coup ça valorisait pas non plus nos innovations. Donc voilà, on a travaillé également avec l'équipe sur cette partie-là. Et puis ensuite, vraiment cette fois-ci, une fois que le produit est livré sur toute la communication autour. Donc à la fois notes de version, etc. Et puis des articles, des rex, enfin ce genre de choses. Quoi. Et en interne comme en externe. En interne comme en externe. À chaque fois, effectivement, ce qui n'était pas forcément une évidence pour moi au démarrage, mais il y a vraiment autant, c'est extrêmement important de valoriser le produit tant en interne qu'en externe. D'abord parce qu'en interne, au final, c'est quand même les personnes qui vont ou vendre le logiciel ou former d'autres sur le logiciel, etc. Donc il faut d'abord les convaincre eux pour pouvoir convaincre ensuite les clients finaux, quoi, ou les prospects.
où tu as abordé la notion d'épique, c'est intéressant parce que c'est une question que j'ai l'habitude d'un petit peu de poser. Vous avez Ouais. combien de niveaux hiérarchiques entre épique, feature, user story, test euh, jusqu'à quel degré en fait de préparation des livrables tu vas pour que ça soit le plus fluide possible? Est-ce que vous étiez à 4 niveaux puis vous êtes passé à 2 puis revenu à 5? Combien vous en êtes? Alors, j'ai effectivement, donc, on va dire, les grandes fonctionnalités, les grands ensembles. Je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus parlant, mais par exemple, la réservation en ligne. Donc, en gros, pour expliquer rapidement, la réservation en ligne, c'est le fait de pouvoir, t'es internaute, tu souhaites te rendre dans un service d'archives Mhm. pour pouvoir consulter une archive qui n'est pas numérisée, donc dont tu n'as pas accès sur le portail, D'accord. mais la fiche, elle, est présente sur le portail. Donc tu dois sélectionner cette notice-là et puis dire que tu vas passer à telle date pour pouvoir venir la consulter sur place en salle de lecture. Voilà. Ok. Donc c'est une demande qui est assez précise, métier, avec un certain nombre on va dire, de fonctionnalités connexes qui elles peuvent varier d'un client à l'autre, mais globalement on est sur quelque chose qui est assez lisible et assez compréhensible. Ça va être mon épique. Mon épique, ça va être la réservation en ligne. Ensuite, à l'intérieur, je vais vraiment décrire chaque étape Mhm. sous la forme de user story, effectivement. D'accord. Voilà, des cas d'usage. Assez basiquement avec en tant que, et là je précise l'utilisateur, je vais faire un verbe d'action et puis ensuite afin de. Et ça, je l'ai compris également plus tard parce que c'est des choses qu'on apprend aussi un peu sur le tas, mais c'est que le afin de il est clé. Yeah. C'est-à-dire qu'à partir du moment, enfin avant, on n'avait pas forcément le afin de, on n'avait pas forcément identifié comme un élément clé, mais le afin de, c'est la finalité donc de ta user story, et c'est ça que tu partages. Ok. En fait, c'est ça que tu partages parce que si ta finalité est fausse, ça se voit immédiatement. Et du coup, là, tu peux être pris à la fois par tes clients ou à la fois en interne, on va te poser des questions, etc., etc. Et puis, dans les échanges que tu vas avoir avec l'équipe technique, c'est clé aussi. Parce qu'au moins, ça permet de leur exposer de manière très claire ce à quoi sert leur travail. Parce que c'est pas toujours évident. Avant, on leur demandait de faire ci ou ça, mais on leur expliquait pas vraiment pourquoi. Alors qu'avec la finalité, ça devient tout de suite très clair et très partagé. Donc d'un côté, ça te donne du crédit et en plus de l'autre, ça te donne de l'adhésion par rapport au travail Complètement. à Exactement. fournir et une lisibilité sur tous les pics en fait. Ouais. À chaque afin de, euh, tu, tu, tu constitues l'ensemble fonctionnel de ton épique en fait. Exactement. Et cette afin de, et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que si tu les mets bout à bout, tu as vraiment l'image très claire de ton épique et ça m'aide beaucoup. En fait, en général, je faisais comme ça. Alors je faisais parce que j'ai un peu changé récemment, mais dans l'esprit c'est très proche. Je reprenais en fait toutes mes finalités. Je faisais d'abord les user stories. Mhm. Je reprenais toutes les finalités et je construisais en fait l'objectif de l'EPIC grâce à ces finalités-là. D'accord. Et ça me permettait d'être d'autant plus précis pour l'équipe technique pour comprendre pourquoi elle travaille quoi, Ok. et ce qu'elle va livrer au bout du bout. Donc voilà, donc je réunis toutes ces user stories dans des ensembles. Alors ces ensembles-là, ils sont plutôt pour moi, mais je les fais pas, je rajoute pas un niveau pour ces ensembles-là. Et puis à l'intérieur de chaque user story, en revanche, je fonctionne pas mal en BDD. Mhm. Donc j'écris des tests pardon, fonctionnels qui vont permettre d'abord à l'équipe technique de voir comment je vais tester la story une fois qu'elle va être réalisée. Et qui me permettent moi en amont aussi de vérifier si j'ai bien pris en compte tous les scénarios. Mhm. C'est surtout finalement c'est un travail qui pour moi a autant de valeur en amont qu'en aval parce que ça me permet de vérifier que la réponse je l'ai bien apportée de manière globale et que je ne me suis pas intéressé juste à une vision de la fonctionnalité. Donc finalement, la rédaction de ton test et la rédaction de ta user story se sont finalement assez C'est proches. un même document, ouais, c'est un même D'accord. document. En Ah, fait, chaque user story, comment dire, en fait, si tu veux, j'ai un document qui me permet de voir toutes les user stories les unes à la suite des autres pour donner
on va dire l'image d'ensemble de l'EPIC. Mhm. Et ensuite, chacune a son propre document qui est renseigné par les tests, et puis qui peut aussi être renseigné par des maquettes ou par voilà, des workflows. Et Ça ceci va des être livrables que tu prépares également? voilà, oui, tout à fait. Je prépare les maquettes, je prépare des croquis. Ok. Bon, parfois vraiment à la main rapide, Ouais. j'entre pas dans le wireframe bien léché, mais et puis parfois par contre je vais faire également des maquettes là pour le coup un peu finalisées pour permettre D'accord. aux développeurs comment dire d'avoir vraiment tous les éléments de base au démarrage du projet quoi. D'accord. Donc en résumé, enfin, besoin, roadmap, backlog, epic, user story, test, éventuellement maquette, wireframe. Là, du coup, on va dire, il y a tout le batch C'est ça, de ton travail qui est là. Et là, ça part en production. exactement. D'accord. Et là ça part en production. Donc comme on est en de Scrum, ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a une planification qui se fait au démarrage d'une itération. Chez nous, les itérations sont des itérations de 3 semaines. D'accord. On les appelle des essaims. Alors, donner un nom aux itérations, c'est un élément aussi, ça peut être un peu symbolique, mais l'idée c'était aussi l'appropriation par chacun du process et de bien comprendre les rôles de chacun. Et donc du coup, on est parti sur la notion d'essaim et sur bien expliquer tout le cérémonial Scrum et quel rôle a chacun pour que tout le monde comprenne qu'à tout moment, en fait, il peut interférer également sur la feuille de route, donner des idées, venir enrichir, poser des questions aussi, et puis et pourquoi pas même remettre en question certains choix, parce que moi j'estime que je suis pas le seul à avoir, ou tous les trois, en tout cas les trois product owners, on n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées ou des idées tout court. Ça peut être tout à fait partagé avec l'équipe, et donc c'est une manière aussi de les intégrer complètement dans le process. Donc en planification, on fait une présentation de l'EPIC et des différentes stories qu'on attend. En général, une EPIC, ça va être quand même plusieurs itérations. Donc on fait une première présentation globale et puis après, on va rentrer dans le détail de l'itération. D'accord. Et puis après, il y a un travail cette fois-ci plus technique de redécoupage en fait de ces stories en mini tâches techniques qui elles sont pesées, réparties par l'équipe, etc., etc., et qui vont être jouées au cours de l'itération. D'accord. Et tu parlais Voilà. de bonnes idées, j'imagine qu'il y en a aussi de moins bonnes. Comment vous arrivez à les détecter? C'est une fois qu'elles sont en prod et quand on va dire vous avez commencé à avoir des retours de la part des utilisateurs, ou c'est selon on va dire les métriques que vous êtes fixées comme objectif, comment vous arrivez à les qualifier a priori ou a posteriori? Alors, autant que faire se peut, il faudrait tout faire en amont, évidemment. On donne pas du travail si c'est du mauvais travail. Bon, après, on s'organise. Moi, j'ai la chance de pouvoir également faire des maquettes. J'ai la chance de pouvoir, voilà, faire des croquis, maîtriser les croquis, etc. Donc, je travaille pas mal en amont. Tout à l'heure, je te parlais de l'outil qui permet de récupérer déjà le besoin. Le 10. J'utilise cet outil-là également pour pouvoir confronter justement des idées en cours, des développements en cours, des futures fonctionnalités, etc. Après, je m'empêche pas également, on a mis en place ce qu'on appelle des focus group. Alors, on reprend un terme un peu marketing, mais on l'utilise finalement de manière assez proche, c'est-à-dire qu'on fait venir des clients directement chez nous, on les met face à différentes propositions, on voit leurs réactions, etc. Alors jusqu'à présent, on n'a rien codé. L'idée, c'est de le faire à partir de maquettes, c'est de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de valider, qui nous permettent de valider, voilà, certaines choses. Et puis une fois que tout ça c'est validé, là encore, on repasse également. Alors ça, c'est un travail à faire avec le responsable technique, mais on va repasser derrière, on va vérifier que les propositions qu'on fait sont également les moins coûteuses possibles. C'est-à-dire que parfois on va faire une proposition qui va être certes fonctionnellement attendu ou fonctionnellement efficace, mais qui peut avoir des vrais problèmes, enfin peut poser des vrais problèmes techniques. Et dans ce cas-là, bah, on re-questionne le projet et puis l'objectif quand même de la phase maquette, de la phase mise en place des user stories, c'est justement de pouvoir éviter au maximum d'avoir à y revenir après et de pouvoir livrer quelque chose qui soit immédiatement efficace.
Alors, au démarrage, bon, ce processus-là aussi s'améliore avec le temps. Maintenant, on travaille un peu plus sur la notion de MVP, donc c'est-à-dire sur le minimum, en fait, le minimum de travail pour le plus de valeur perçue et le plus de valeur pour le client. C'est ça vraiment l'objectif, quoi. Le afin de qui a le plus de valeur en fait dans tout ton épique. Exactement. Donc ça permet aussi de retravailler effectivement toutes les stories, de se rendre compte que bah, certaines sont finalement peut-être un peu euh, trop du décorum, on va dire, et finalement pourraient tout à fait être simplifiées, voire disparaître simplement. Et puis d'autres qui paraissent au démarrage peut-être anecdotiques, finalement, la valeur se cache un peu derrière. Justement, c'est le F1.2 qui nous aide beaucoup là-dessus, hein. La valeur se cache derrière parce que finalement, à moindre coût, on arrive à faire quelque chose qui correspond à des attentes qui n'étaient pas forcément exprimées. Et dans ce cas-là, là, c'est intéressant. Là, c'est là où on commence à créer un petit peu d'innovation, c'est-à-dire que on commence à mettre le doigt sur quelque chose qui n'avait pas été explicité et qui pourtant apporte de la valeur et qui va leur permettre de pouvoir vraiment simplifier leur travail au quotidien ou simplement simplifier l'utilisation de nos fonctionnalités ou voilà ce genre de réflexion. Donc il y a un travail qui est fait en amont. D'accord. Et du coup, on n'a pas parlé de la. Comment? Non, je t'écoute, pardon. Je pensais t'avoir coupé. D'accord. On n'a pas parlé de la concurrence tout à l'heure quand on a fait un petit peu la présentation de Neoned, mais Oui. globalement, c'est souvent aussi là-dessus qu'on se dit tiens, il faudrait que nous aussi on fasse ça, ou qu'on fasse mieux, ou qu'on fasse plus fort, ou plus vite, ou plus simple. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des concurrents? Est-ce que vous en avez beaucoup? Et puis, est-ce que vous regardez un petit peu ce qu'ils font? Est-ce que vous inspirez de ça ou vous êtes principalement orienté utilisateur et c'est là-dessus que vous vous basez? Alors, on a des concurrents, bien sûr. Comme je disais, on est sur un marché de niche, donc on n'a pas énormément de concurrents. On en a, on va dire, 3-4 sur notre marché historique, et puis un peu plus sur d'autres marchés qu'on est en train d'ouvrir. Mais enfin moi, en tout cas, et même volontairement, sur un autre produit là, sur lequel on travaille, on s'est détaché complètement de la concurrence. C'est un choix, c'est pas forcément euh, toujours le meilleur, parce que parfois on y revient un peu, mais c'est vraiment un choix, c'était de dire on s'appuie sur une communauté d'utilisateurs qui est forte, on doit quelque part les aider à exprimer leurs besoins, à bien faire la distinction aussi entre le besoin, parce que parfois quand ils expriment un besoin, ils vont aller jusqu'à comment dire définir la solution, trouver même la solution dans le logiciel. Alors que finalement, euh, si on confronte les besoins les uns avec les autres, on va réussir à trouver comment dire, une mise en place qui sera assez différente de ce qu'eux avaient imaginé. Donc, faut pas trop les amener vers la solution. Il faut vraiment leur permettre de définir ce afin d'eux, la fameuse finalité. C'est ça le plus important. Quel est le problème? Exactement. Donc, on a plutôt travaillé là-dessus. On a une bonne base cliente. Ils sont accessibles, c'est-à-dire qu'on peut les interroger. On a mis en place des flux pour pouvoir les interroger assez facilement. Comment les toucher, comment faire en sorte que ils s'adressent à nous de la meilleure manière possible, comment ils arrivent à bien décrire leur finalité pour que derrière on puisse apporter des réponses. On fonctionne davantage comme ça que sur une étude précise de la concurrence. Après, la réalité du terrain aussi, c'est que donc nous, on est dans un domaine un peu particulier, donc on est en B2B, mais en plus, on est très en fait, notre spécialité, c'est de répondre aux appels d'offres publics. La particularité des appels d'offres, c'est que la plupart du temps, bon, il peut y avoir différents types d'appels d'offres, mais la plupart du temps, on va être sur des appels d'offres qui nous obligent en fait à répondre de manière exhaustive à la totalité en fait des éléments qui sont dedans. Donc Et ça nous permet aussi de voir des demandes fonctionnelles très caractérisées. parfois très précises. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Parfois très précises. Donc bon, il y a un travail formidable qui est mené par l'équipe avant-vente qui travaille à la fois en amont, c'est-à-dire avant la constitution des appels d'offres, des dossiers d'appels d'offres, et puis qui travaille également à la réponse pour comment dire, aider les clients aussi à mieux comprendre les produits tels qu'ils sont faits aujourd'hui, et, leur apporter des réponses, etc. Mais bon, parfois on se retrouve voilà avec des écarts qui proviennent de ces appels d'offres là et qu'il faut quand même servir.
et qu'il faut aussi confronter au reste de la communauté dans un temps, cette fois-ci, record, quoi. Enfin, qui peut être particulièrement court. Donc J'imagine on que, jongle un peu entre tout ça. j'imagine que parfois le gap entre ce qui est demandé dans l'appel d'offres et l'état actuel de votre produit peut être suffisamment gros pour que vous disiez non, c'est vraiment pas ce qu'on propose et on laisse tomber cet Ouais. appel d'offres là. Alors je dis souvent que le principal rôle du product owner, c'est de savoir dire non. C'est pas le plus simple, mais pour moi, c'est celui qui a le plus de valeur. C'est-à-dire, alors on dit pas non pour dire non, on dit non en justifiant, mais on a la vision globale du produit, on connaît ses limites, on sait également, en tout cas, on a tous les éléments en fait qui permettent aussi d'avoir la vision future, savoir comment l'utiliser, etc., etc. Et on doit savoir dire non, effectivement. Et ça m'est arrivé sur un travail de réponse à appel d'offres, de travailler sur les écarts qui avaient été identifiés et clairement de donner des no-go, quoi, de dire bah, ce produit, ce client, enfin ce prospect-là, on n'y va pas parce que si on y va, on met en danger le produit ou alors on met en danger la feuille de route, etc., etc. Alors bon, c'est un équilibre qui est pas toujours facile à tenir. C'est un équilibre délicat parce que à la fois ces écarts-là ils nous permettent aussi de pouvoir se positionner sur de manière concurrentielle, ils nous permettent de pouvoir parfois même toucher d'autres marchés parce qu'il y a des écarts qui nous ouvrent vers d'autres marchés. Mais il y a vraiment ce travail d'analyse qui est en amont et puis de c'est ça, de priorisation, de bonne gestion du backlog qui t'oblige quand même à avoir à savoir dire non, à savoir argumenter et à donner les éléments pour que la réponse soit aussi puisse être entendue par l'équipe commerciale. Et du coup, j'imagine que le côté appel d'offres, en dehors des problématiques en fait qu'il représente, c'est aussi un formidable outil de benchmark. Si tu vois une demande qui surgit dans un appel d'offres, puis dans un autre, puis dans un autre, et au bout du troisième non, on se dit peut-être, bon, faudrait qu'on s'y mette et qu'on fasse cette fonctionnalité-là Ouais, pour qu'on l'ajoute, parce que on est en train de passer à côté de certains business. Est-ce que c'est le cas ou non, ouais, finalement, complètement. ouais, Ouais, complètement. En fait, au tout début, je te disais, il a fallu mettre des mots sur les demandes d'amélioration. On a un jargon interne qui est l'acronyme AAO. Et AAO, c'est les demandes d'amélioration provenant des appels d'offres. d'accord. Et clairement, c'est un canal à part, qui est bien identifié, qui effectivement, alors, qui nous permet aussi de mieux nous situer d'un point de vue concurrentiel, hein, parce que immédiatement, tu vas voir ceux qui vont pouvoir répondre à ce genre de choses, ceux qui vont pas pouvoir, etc. Qui permet aussi de mieux identifier ce qui est anecdotique, de ce qui est vraiment une tendance de fond. Enfin voilà, ce vers quoi le marché va. Et puis qui permet aussi d'identifier des nouveaux acteurs, puisque on va à la fois regarder les appels d'offres et puis on va regarder évidemment ceux qui ont répondu aux appels d'offres et comment a été notée leur réponse. On va faire cette analyse-là, ce qui est logique, hein, que je pense les autres font également, mais qui permet justement de pouvoir euh, de pouvoir prendre des positions, voilà, et de se dire stratégiquement, ce serait intéressant qu'on aille plus vers là, ou alors stratégiquement, on voit bien qu'il y a une vraie tendance à aller vers là. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Quel coût ça peut avoir pour nous? Qu'est-ce qu'on va est-ce que c'est vraiment intéressant d'y aller maintenant alors que d'autres se sont positionnés ou est-ce qu'il faut aller vers autre chose? Enfin, D'accord. voilà, ça va être un outil d'aide à la décision important. Ok. Alors c'est pas le seul évidemment, mais il rentre vraiment en ligne de compte. Ouais. D'accord. Du coup, tout à l'heure, tu as évoqué Gladys comme un des outils, on va dire, premiers dans le processus de gestion. Ouais. Quels autres outils vous avez et vous utilisez au quotidien dans votre workflow? Est-ce que vous avez des outils pour le ticketing? Est-ce que tes wireframes, tu les fais avec une techno ou une autre? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous Ouais. utilisez concrètement? Alors, d'un point de vue outils à proprement parler, bon après, faut être toujours un peu vigilant sur les outils, donc ça peut changer du jour au lendemain, mais bon, peu importe, ce qui est important, c'est le service qu'ils nous rendent, donc effectivement, alors, sur le recueil du besoin, clairement, c'est Gladys, ça nous satisfait bien, on est bien content du logiciel, bon, il a ses limites également, mais ça répond bien aux besoins. Ensuite, on va travailler sur les user stories. On utilise pas mal la suite Drive chez nous, donc du coup, on va les faire tout simplement avec des Drive. Voilà. Et après, on va organiser, on va dire, le backlog sur Jira. On Ok. utilise Jira chez nous.
Euh, voilà, on y met, du coup, ça me permet de mettre en pièce jointe les différentes stories, de bien préciser les pics, D'accord. etc. Donc ça c'est pas mal. Sur la partie maquettage, j'utilise la suite Adobe, mais ça c'est parce que du coup, voilà, Par habitude. par connaissance, par habitude. Et puis après, pas mal de papier aussi. Le papier, le crayon, les tableaux, voilà, il faut. D'ailleurs, on y est revenu au post-it, etc. Mais il faut apporter un peu de kinesthésie. Il faut apporter. C'est important pour moi d'avoir des outils informatiques. C'est intéressant parce que ça permet de tracer, ça permet de joindre des documents, ça permet d'avoir une approche un peu euh, comment dire globale. Ça permet à d'autres de pouvoir voir l'évolution. Ça permet voilà, De c'est sortir des très graphes. efficace. Voilà, c'est très efficace aussi pour suivre effectivement différents indicateurs. En revanche, au quotidien, dans la méthode, ça a aussi ses limites, notamment parce que ici on n'est pas forcément équipé de bons matériels qui permettent de pouvoir les projeter correctement ou alors de pouvoir travailler, on va dire, dessus correctement. Et donc on a également des tableaux avec post-it qui reprennent les tâches de Jira, mais qui nous permettent d'animer les mêlées de manière efficace, de pouvoir avoir juste à côté un tableau blanc qui permettent de pouvoir faire des schémas immédiatement, de pouvoir préciser immédiatement des workflows, voilà, de rentrer et puis même de les confronter avec, je repense aux planifications, mais lors des planifications, voilà, avec une architecture technique et de se rendre compte que peut-être il y a une autre manière d'aborder la question et de trouver des réponses tous ensemble. Donc je crois beaucoup aux outils, on va dire, physiques. Et puis voilà, au fait d'être proche aussi de l'équipe. Moi, je travaille directement au plus près des développeurs. Enfin, on est vraiment tous les trois product owners, on est vraiment au milieu de l'équipe et puis on travaille tous ensemble, quoi. Alors justement, comment vous vous êtes répartis le travail tous les trois? Est-ce qu'il y en a un qui est sur le back, un qui est sur le front, un autre qui fait le pont entre les deux? Euh, Alors, on a effectivement réparti par produit plutôt. D'accord. Euh, on y revient parce que c'est pas forcément une bonne approche, mais pour le moment, c'était une personne sur le produit musée, une personne sur le produit donc qui elle-même en fait a voilà, elle travaillait au château de Versailles avant, elle a une vraie vision métier, donc ça c'est très intéressant, et qui du coup a travaillé plus la vision produit en venant ici. Et puis, on va avoir également une personne qui, elle, se situe plus sur l'outil de gestion archive. Alors, de la même manière, elle a un passé en tant qu'archiviste. Elle a travaillé dans différentes entreprises avant. Et donc, du coup, elle apporte là aussi sa vision métier et c'est la vision produit qu'elle a acquise chez Naoned. Et puis, moi, je travaille sur la partie valorisation, le portail de valorisation. Et comme je suis également manager de l'équipe avec la vision globale, on va dire, sur la partie vraiment la réutilisation, le fait de pouvoir les liens qu'on peut faire entre nos différents logiciels et puis le partage des bonnes pratiques, etc. etc. Donc on travaille vraiment ensemble. À la fois on travaille sur nos produits et à la fois on a un travail qui se fait ensemble en amont. Et puis après, on est tous les trois au milieu de l'équipe technique. Euh, pour être au plus proche et puis pour pouvoir répondre à toutes les questions au fur et à mesure qu'elles se posent et qu'il n'y ait pas un couloir de 50 mètres à franchir pour pouvoir venir nous voir, quoi. Donc on est clairement physiquement les uns à côté des autres. Ok. Alors, l'archive, moi, à titre de particulier, ou les quelques expériences pro que j'ai eues dans les boîtes, c'est quand même toujours malgré tout un sujet. Euh, Mm-hmm. on a l'impression qu'il faut faire une sauvegarde, puis une sauvegarde de sauvegarde, et puis avoir doubler les sauvegardes à droite, à gauche, dans le cloud et pas dans le cloud, dans le local et machin. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une question, on va dire, récurrente de la part de vos clients? Est-ce que c'est un sujet qui est compliqué? Est-ce que c'est un sujet en soi ou finalement pas tant que ça? Et Alors nous, j'imagine que c'est les vrai, gens qui travaillent dans le domaine des archives se disent, bah ok, on va archiver, mais il faut vraiment que ça reste derrière. alors nous, on s'adresse vraiment aux professionnels des archives. Mhm. Du coup, on est dans une. Alors,
La première chose, c'est qu'il existe plusieurs typologies d'archives. Il y a ce qu'on appelle les archives courantes et intermédiaires qui sont gérées en général par des GED qui te permettent de pouvoir mettre de côté des documents qui ont une validité de 1 an, 10 ans, enfin voilà, une validité finalement assez courte et puis à la fin de cette période-là qui peuvent être éliminés. Nous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle aux archives patrimoniales. Les archives patrimoniales, ce sont des archives qu'il faut garder ad vitam aeternam. Donc c'est vraiment la mémoire de l'humanité, enfin clairement. Bon, alors c'est sûr que déjà dit comme ça, posé comme ça, parler d'un logiciel qui gère la mémoire de l'humanité, sachant qu'on est sur quand même voilà, des produits qui sont assez récents, etc., c'est ambitieux. Bon, après, on met en place des outils qui permettent justement de... alors déjà, il y a beaucoup de normes qui existent autour des archives, qui sont des normes internationales, donc on doit respecter évidemment et puis qui sont ensuite retraduits d'un point de vue national, donc que l'on respecte. Voilà, déjà dans un premier temps, et puis dans un second temps, on doit aussi justifier le fait que on va récupérer une archive sous tel format et migrer ce format-là au fur et à mesure du temps, puisqu'on peut traiter des formats qui sont déjà obsolètes en fait, qui ne sont plus lisibles. Donc nous, on va travailler là-dessus, sur la pérennisation. Après, un des chantiers à venir, c'est le travail justement sur ce qu'on appelle les archives numériques, c'est-à-dire les archives électroniques natives. Et ces archives-là, justement, ça va être un des chantiers futurs. Alors, on a déjà des réponses, évidemment, on travaille déjà dessus depuis un certain temps, mais ça va être un enjeu extrêmement fort dans les années à venir. Pour l'instant, pourquoi je le situe encore dans le futur? Parce que c'est souvent demandé, c'est même toujours demandé, mais finalement, c'est pas vraiment mis en place parce que d'un point de vue purement opérationnel, ils ont déjà beaucoup à faire avec le papier numérisé. Donc ces archives électroniques natives, c'est pas toujours évident en fait de se positionner dessus. Donc nous, le logiciel le permet, mais par contre, opérationnellement derrière, on a très peu finalement d'utilisateurs, quoi. Exactement. Donc voilà, mais c'est un enjeu important. Donc on travaille là-dessus, sur ces questions-là. Et donc comme ce sont des archives patrimoniales, on doit vraiment travailler sur la sécurité de leur accès, sur la conservation, sur toutes ces données-là. Et c'est ce qui fait que notre logiciel de gestion a toute sa valeur, quoi. C'est ce qui lui donne de la valeur, justement. Bon, mais c'est une belle projection sur le futur et le futur de votre produit. Et comment tu vois le futur des métiers produits, tout ce qui est product owner, product manager? Est-ce que tu vois ça vers une spécialisation, vers encore plus de polyvalence? Est-ce que ça va se Alors, splitter en sous-métiers? c'est ça. Alors, j'avoue que bon, c'est un métier que j'ai rencontré assez tardivement finalement. Enfin, je veux dire, on m'a pas dit du jour au lendemain tu vas devenir product owner. Enfin, ça s'est fait de manière progressive. J'apprécie le fait d'avoir eu différentes casquettes et donc du coup de pouvoir bénéficier de ces différentes casquettes pour pouvoir apporter des réponses aussi. Voilà, quelque part, ma casquette de designer m'a permis de travailler vraiment sur la notion de service, enfin plutôt le fonctionnement même en fait du poste. Donc ça c'était intéressant, mettre en place des outils pour moi et en interne pour pouvoir euh, positionner le poste, lui donner toute son envergure. Et puis la partie graphisme, on va dire, et UX te permet également de pouvoir apporter des réponses quelque part aussi parfois plus faciles à communiquer que simplement des mots ou des phrases vis-à-vis de tes clients ou même en interne, et de gagner du temps, beaucoup de temps. Ça, j'y crois beaucoup. Le fait d'avoir repris mes études en développement, alors certes, aujourd'hui, je développe pas. Clairement, je suis pas développeur et je pense qu'il faudrait surtout pas que je code. Mais en revanche, ça m'a permis d'avoir un vocabulaire commun, de bien comprendre, de pouvoir. Et puis aujourd'hui, j'apprends encore énormément auprès de l'équipe technique justement. Et même si je fais pas moi-même, voilà, ils y vont pas par quatre chemins. On est vraiment dans le dur et ça me permet de pouvoir être confronté à leurs problématiques quotidiennes et donc du coup d'apporter des réponses qui soient des réponses encore une fois
peu coûteuse. Enfin, ça, c'est vraiment mon objectif, quoi. Faut pas que ce soit coûteux, il faut que ce soit avec une forte valeur perçue. Donc une dimension Donc, business importante aussi, hein. et une Tu dimension parlais de business importante. technique, de design, Ouais. d'esprit d'entreprise, mais aussi d'une grosse partie commerciale et de rapport au temps et à Ouais, l'argent. c'est ce qui fait que de mon point de vue, c'est un métier qui pour moi est, comment dire, a de la valeur aussi si, s'il peut bénéficier de toutes ces expériences-là. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant en fait d'occuper ce poste-là quand on a eu des expériences très diverses avant. C'est-à-dire que qu'elle soit plus orientée métier et puis ensuite une partie plus technique, qu'elle soit plus orientée design et qu'elle revienne vers le métier. Enfin, à la limite, peu importe comment on le prend, je pense que c'est plutôt le savoir-être qui va importer. Et puis le savoir-faire, il est important évidemment. Je le nie pas, mais il va vraiment ce savoir-faire, il va s'appuyer sur justement ces différentes expériences passées. Et c'est ce qui va lui donner un petit peu de consistance à ce poste-là, je pense. Donc Enfin, c'est mon point de vue. finalement, si je te résume, c'est pas un métier de début de carrière. Je pense pas. D'accord. Non, je Et pense ça pas. va continuer à être comme ça, a priori. Ouais, je pense que c'est vraiment un métier qui, parce qu'il y a quand même, on est vraiment, enfin, je le répète tout le temps ici en interne, mais on est un entonnoir. On a un entonnoir, donc on reçoit des données qui proviennent de partout. On doit être en mesure de pouvoir apporter des réponses systématiquement, de savoir dire non, de prendre des initiatives, de pouvoir se projeter dans l'avenir tout en ayant une très bonne connaissance du passé, du produit en lui-même, quoi, tel qu'il est utilisé aussi chez nos clients. Je pense que ça nécessite quand même d'avoir eu un peu de vécu, d'avoir été confronté en fait à différentes réalités pour pouvoir prendre pleinement le métier en main, quoi. Enfin, Ouais. c'est mon point de vue, hein, mais je pense que ça me paraît très difficile de faire ça juste en sortant de l'école, quoi. Ok. Et du coup, pour les gens qui s'intéressent au sujet, qu'est-ce que tu leur recommandes comme lecture, comme vidéo? Quelles sont les sources que tu regardes, toi, de manière régulière? Alors, c'est vrai que je regarde pas mal de sources, mais en fonction de mes problématiques courantes. On va dire, j'ai pas un site en particulier sur lequel je vais, mais euh, euh, quand je me suis intéressé à mettre en place la méthode Scrum en interne, bon là c'est extrêmement documenté. Je suis tombé sur des sites passionnants, pas mal de vidéos, et puis du coup j'ai également organisé des formations en interne pour pouvoir faire en sorte que d'avoir aussi une meilleure adhésion de l'équipe et d'y aller progressivement. Ça a mis du temps, hein. C'était pas du tout un processus, j'ai rien imposé, ça s'est fait de manière progressive, mais disons que pour ne pas imposer, pardon, il fallait vraiment préparer en amont. Et c'est ce travail-là qui était extrêmement important. Parce que après, on nous pose des questions en permanence. Ah oui, mais comment on va faire pour ça? Comment on va faire pour ça? Et bon, il faut anticiper ces questions-là pour pouvoir apporter des réponses. Donc là, je m'étais pas mal renseigné. Euh, bon, on trouve de tout. Enfin, là, pour le coup, encore une fois, j'ai pas de référence particulière, même si j'avais lu voilà comment s'était mis en place les squads voilà pour Spotify par exemple. C'est un retour d'expérience que j'avais trouvé super enrichissant. C'était intéressant aussi de voir le travail qui a été mis en place chez Advice aussi. Je trouvais ça passionnant puisqu'il communique pas mal dessus, donc ça permet aussi de pouvoir s'identifier, voir comment nous on peut transposer certaines choses ou pas, hein, parce que parfois on est dans des contextes qui sont toujours différents, donc il faut pas vouloir prendre tel quel et puis appliquer, ça ne fonctionne pas. Et puis après, bah, sur la partie pareil design, bon, j'utilise pas mal Dribble, mais j'utilise aussi d'autres sites pour cette fois-ci plus vraiment pour travailler sur les workflows. Ce que j'aime aussi, c'est pouvoir revenir à des basiques algorithmiques, travailler sur des schémas UML Oui. un peu basiques, mais qui parlent à tous, quoi. Qui parlent à tous, qui parlent Pas aussi mal de bien aux monde. équipes Aux personnes techniques. concernées. Ouais, ouais. Voilà. Et ça, c'est important parce que souvent, on ne prend pas toujours le soin de les faire, Ouais. ces schémas-là, alors qu'ils parlent beaucoup plus vite et beaucoup mieux que beaucoup de mots. Donc, je me suis pas mal replongé dans la littérature par rapport à ça qu'il y avait sur le sujet.
Voilà, et puis voilà, oui, j'ai pas de source, tu vois, j'ai pas une source particulière, mais disons que on trouve de tout hein, sur Internet, donc, et bientôt on trouvera des vidéos en bon nombre sur les product owners, donc je suis sûr de trouver là aussi beaucoup d'inspiration. En Donc, tout cas, donc tu recommandes ces sujets-là, agilité, organisation équipe, tout ce qui est schéma UML. Et je pense que c'est des bons thèmes en gros pour mettre le pied à l'étrier. c'est ça. Je pense que c'est un métier qui nécessite de vraiment d'avoir beaucoup de curiosité, d'être très ouvert, d'être dans l'écoute active et d'être vraiment dans l'écoute, c'est-à-dire de ne pas anticiper les choses, de pas anticiper les besoins, de pas se mettre à la place, mais de vraiment écouter. Et ça, c'est pas facile. Je pense que c'est même clairement la chose la plus difficile, la position la plus difficile à avoir. Écouter et simplement écouter. Voilà. Et puis toute cette curiosité, cette ouverture aussi, ça permet de comprendre un peu les logiques de chaque métier, les logiques de chacun, et de pouvoir faire une synthèse. Et c'est ce travail de synthèse qui est absolument nécessaire à ce métier. Et qui doit justement permettre après à l'équipe technique d'être efficace, de pouvoir donner du sens à son travail, de pouvoir leur permettre de travailler de manière sereine. Okay. Donc il y a, enfin encore une fois, c'est vraiment un côté très entonnoir, c'est-à-dire très très large en haut et puis ensuite voilà un flux très maîtrisé en bas quoi. Bon, bah sur Je ces belles le paroles. résumerai un peu comme ça. Donc, Écoute, je te remercie beaucoup Ludovic. Merci beaucoup pour ton temps et puis ta bonne humeur et en fait tes explications sur le métier et puis ce que fait Naoned aussi. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. À et bientôt. puis à bientôt alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut.